Les abords de la centrale nucléaire de La Hague interdits au public en attendant les résultats de nouvelles analyses des déchets rejetés en mer. La SNCF va créer 2000 emplois et voit sa dette réduite de 20 milliards par l'État. Cyclisme, un Français en jaune, Cédric Vasseur remporte la 4e étape après une échappée de plus de 144 km. Il endosse le maillot de leader. Avignon, le premier grand festival de l'été, avec le célèbre écuyer Bartabas et sa troupe du théâtre Zingaro. Madame, Monsieur, bonsoir. La centrale de retraitement de déchets nucléaires de La Hague à nouveau au centre d'une polémique, après les résultats d'analyses alarmants effectués par un laboratoire allemand. Le ministre de l'Environnement, Dominique Voynet, a décidé, en attendant un rapport indépendant, d'interdire l'accès des abords de la centrale au public, pêcheurs et plaisanciers. Valérie Gaget, Dominique Merlin. L'Anse des Moulinets, à l'ouest de Cherbourg. C'est ici, sous ce rail, que s'enfonce la canalisation de la Discorde, un tuyau avec lequel le centre de retraitement nucléaire de La Hague rejette chaque année dans la Manche près de 200 millions de litres d'effluents radioactifs. Pour la première fois depuis l'inauguration de l'usine en 1966, cette zone va être balisée. Il s'agit d'empêcher que des usagers, des plaisanciers, des pêcheurs, accèdent à cette zone. Cette décision fait suite à la publication par un laboratoire allemand de résultats inquiétants sur le niveau de radioactivité à la sortie du tuyau. Des chercheurs de l'université de Brême ont analysé des sédiments et de l'eau de mer prélevés en juin par les plongeurs de Greenpeace. Ces chiffres confirment donc nos propres chiffres, à savoir que les rejets radioactifs de l'usine de La Hague sont à peu près 17 millions de fois supérieurs à la radioactivité naturelle de la mer. Je crois que ce qui est surtout très intéressant, c'est les déclarations politiques des autorités sanitaires allemandes qui déclarent que, conformément à la législation dans leur propre pays, ces rejets seraient illégaux en Allemagne. À la sortie de la bouche du tuyau, les chiffres de Greenpeace sont justes, ce sont les mêmes que le départ de l'usine. C'est de la radioactivité. Mais ensuite, dans l'eau, parce qu'il y a une dilution dans l'eau, à 2 km, il n'y a plus rien dans l'eau, et dès 50 mètres, il n'y a plus rien sur les fonds. Les responsables de la Cogema se montrent tout aussi rassurants et répètent que les rejets en mer de l'usine ne dépassent pas les normes autorisées. L'impact sanitaire sur un an de fonctionnement de l'usine de La Hague aujourd'hui, c'est une vingtaine de microsieverts, c'est-à-dire c'est l'ordre de grandeur de ce qu'on reçoit avec un seul vol Paris-New York, 7 heures d'avion. C'est ça la réalité d'aujourd'hui. Pour la Cogema, cette relance de la polémique tombe plutôt mal. C'est en effet hier qu'ont commencé les travaux de détartrage de la canalisation contestée. Grâce à ce robot, les dépôts radioactifs qui se sont formés à l'intérieur du tuyau vont bientôt être récupérés et remontés à terre dans ces cuves de décantation. Greenpeace et les Verts demandent l'arrêt de ces travaux qui, selon eux, augmentent encore les risques de contamination en pleine période estivale. À Montmirail, dans la Marne, après le suicide d'un professeur d'éducation physique injustement accusé de pédophilie par un élève revenu sur son premier témoignage, les collègues du professeur de gymnastique s'interrogent aujourd'hui sur la manière dont le proviseur de l'établissement a géré cette affaire. Valérie Astruc, Marie-Christine Courtès. Ils ont choisi le stade du village pour se réunir. Le stade, hommage au professeur de sport qui s'est suicidé après les dénonciations d'un élève. Tous sont enseignants au collège. Pour eux, le drame trouve son origine dans la précipitation de l'enquête. Le principal a trop vite alerté la justice. Les affaires de pédophilie y sont pour quelque chose. Le contexte a fait justement que le chef d'établissement a sûrement pris peur. Quel contexte ? Le contexte des affaires justement qui éclatent partout, des affaires de pédophilie, les affaires de Belgique, ensuite les affaires en France. On n'a pas cherché à communiquer ni à dialoguer. On ne fait pas intervenir le procureur dans la cour des écoles dès qu'un conflit s'ouvre entre un enseignant et un enfant. En aucune façon, il faut que les chefs d'établissement s'enferment dans leur tour d'ivoire et prennent des décisions seuls, avec précipitation. Les accusations de l'élève trop vite prises au sérieux inquiètent ses professeurs. Comment travailler sereinement dans un climat de méfiance réciproque? On peut finir par se dire, est-ce que tous nos gestes maintenant risquent d'être mal interprétés? Est-ce qu'il faudra être sur la défensive? Ce serait quand même malheureux. Si l'élève sent qu'il a en face de lui quelqu'un de réticent, ça va complètement détruire la relation la plus intéressante. Donc il
il est absolument nécessaire de continuer à travailler en confiance avec les enfants. Un cours d'éducation civique pour inciter les élèves à ne pas accuser à tort et à travers, c'est ce que souhaitent ces enseignants, pour que le suicide du professeur incriminé ne se renouvelle pas ailleurs. Cette série d'affaires de pédophilie n'est donc pas sans conséquences sur tous ceux qui, de près ou de loin, ont à voir avec les enfants, notamment en cette période d'été, les moniteurs de colonies de vacances. Exemple choisi dans un centre situé dans le sud-ouest, près de Castelnaudary. Reportage Muriel Lassaga, Gilbert Ruzan. Une chose est sûre, l'image des colonies de vacances reste la même. Pour ces jeunes, ce mois de juillet tant attendu est enfin arrivé. Dorénavant, ils ne pensent qu'à s'amuser. En revanche, l'équipe d'encadrement a dû faire face aux préoccupations légitimes des parents inquiets suite aux différentes affaires de pédophilie. Quand on a discuté avec les parents, on leur a dit d'en parler avec les enfants. On pensait que justement, vu ce qui avait été fait médiatiquement et tout, on n'a pas voulu parler spécifiquement de tel ou tel problème. On leur a dit juste, si vous avez un problème, venez voir votre animateur, venez voir l'un d'entre nous pour en parler. Du cuisinier à l'administrateur, tout l'encadrement a reçu des recommandations dès le premier jour. Un maître mot, vigilance et maîtrise de soi à tout instant. J'essaie de faire très attention. C'est-à-dire que bon, c'est vrai que les enfants, après au bout d'un certain temps, quand ils commencent à vous connaître, ils veulent vous faire un petit bisou. Donc bon, on les laisse nous faire un petit bisou. On essaye quand même de garder une certaine distance. Bon, un enfant a toujours besoin d'un apport affectif, quoi. Minimum, mais bon, faut pas abuser, quoi. Ces animateurs redoutent une mauvaise interprétation de leurs gestes, surtout quand certaines activités imposent le contact physique. Exemple, le cirque. Quand on fait de l'acrobatie, par exemple, on passe toujours par une connaissance, une amélioration de la connaissance du corps, pour éviter d'abord de se faire mal, bon ça c'est évident, mais aussi pour déculpabiliser certaines situations. Ce genre de situation qui depuis quelques mois inquiète notamment certains parents. Pourtant, le plus souvent, tout cela reste très naturel. C'est l'avenir d'Eurotunnel qui était en cause aujourd'hui à l'occasion d'une assemblée générale d'une entreprise en pleine débâcle financière qui croule sous les intérêts de ses dettes. Ce qui était en cause, c'est le sort des petits actionnaires face aux banques. Sébastien Vibert, Pierre-Laurent Constant. C'est en actionnaire averti qu'Emmanuelle Bobin s'est rendue à l'assemblée extraordinaire d'Eurotunnel. Elle suit de très près les comptes de la société. Normale, elle est membre de l'ADACT. Cette association minoritaire est la seule à désapprouver le plan de restructuration présenté aujourd'hui au nom de la défense des actionnaires. On va faire main basse sur l'entreprise et on va, leur prendre leurs dividendes alors que c'est eux qui ont amené le capital à l'entreprise et que c'est grâce à eux qu'Eurotunnel existe aujourd'hui et que le projet a pu arriver à terme et avoir les financements pour le faire. Avec 1000 titres, elle fait partie de ces quelques 720 000 petits porteurs qui possèdent la quasi-totalité des actions Eurotunnel. Le cours n'a cessé de baisser 128 francs 89, à peine 8 francs aujourd'hui. Voilà, une famille, 3 personnes, ma mère, moi et la petite nièce. On ne reverra jamais plus nos actions, nous détenons 6000 titres chacune. On a été spoliés, c'est une horreur de voir une chose pareille, c'est un scandale. Quand on voit les banques qui se font de l'argent au détriment des petits porteurs, c'est une honte. Car le cœur du problème, c'est l'énorme dette d'Eurotunnel, 72 milliards de francs que la société doit rembourser à 174 banques. Le chantier ne devait coûter que 25 milliards, avec des surcoûts et des retards, il coûtera finalement 4 fois plus, 100 milliards comblés au fil des ans, principalement par des emprunts. Aujourd'hui, le plan de restructuration prévoit d'allonger la durée du remboursement. En contrepartie, les banques entrent en force dans le capital de la société à hauteur de 45%. Façon de récupérer, en tant qu'actionnaire, une partie des premiers dividendes attendus en 2006. Une date jugée très optimiste par beaucoup d'actionnaires. L'exploitation du tunnel a beau être un succès commercial, ses recettes ne payent aujourd'hui que la moitié à peine des agios de la dette. Les députés du groupe communiste à l'Assemblée nationale se déclarent ce soir en faveur d'une nationalisation de la société Eurotunnel. Après les nouveaux contrats Airbus, l'aérospatiale envisage de créer 4 à 5 000 emplois d'ici la fin de l'année 1998. Le communiste Philippe Guessot, ministre des Transports, a annoncé aujourd'hui une hausse des tarifs RATP SNCF en Ile-de-France, environ 4% au mois d'août, et la mise en place d'un chèque transport pour les chômeurs à prix réduit. Mais l'information principale
et l'embauche par la SNCF de 2000 cheminots et le transfert de 20 milliards de francs de dette vers l'État. Pascal Golomer, Philippe Visserias, Frédéric Bazy. Ni statu quo, ni retour en arrière, c'est son nouveau credo. Jean-Claude Guessot, le ministre des Transports, ne remet plus en cause la réforme qu'il avait combattue en février dernier lorsqu'il était député dans l'opposition. Réforme de structure. D'un côté, la SNCF, chargée de faire rouler les trains, n'a plus que 68 milliards de dettes contre plus de 200 jusqu'alors. De l'autre, le réseau ferré de France devient propriétaire des rails mais récupère surtout la dette restante, plus de 132 milliards de francs. Aujourd'hui, Jean-Claude Guessot veut seulement désendetter la SNCF de 20 milliards supplémentaires, transférés dans les comptes de l'État. La démarche qui a prévalu a été celle de donner plus de chance à l'entreprise pour son équilibre, pour son développement et pour l'emploi. C'est donnant-donnant. La SNCF désendettée devra embaucher 2000 personnes supplémentaires cette année au contact de la clientèle, dont 1000 emplois jeunes financés en partie par l'État. Je vous rappelle que nous avions déjà augmenté de 200 le nombre de contrôleurs, de 300 le nombre d'agents dans les gares. On va pouvoir passer à la vitesse supérieure. Je crois que c'est une très bonne chose. Mais Jean-Claude Guessot devra encore convaincre des syndicats beaucoup moins enthousiastes. CGT et CFDT notamment réclament toujours l'abrogation d'une réforme qui menace, selon eux, l'unicité de la SNCF. Le ministre des Transports, Jean-Claude Guessot et non Philippe. Le Monde d'aujourd'hui fait état d'une note confidentielle laissée par Alain Juppé à son successeur, Lionel Jospin, lui indiquant qu'il aurait bien du mal à maintenir les déficits aux alentours de 3% cette année et 4% l'an prochain. Pour autant, Alain Juppé estimait qu'il n'en avait pas toute la responsabilité, Françoise Laborde. Oui, cette note confirme ce que l'on sait déjà, c'est-à-dire, enfin plus ou moins, le déficit public, c'est-à-dire celui du budget de l'État et des comptes sociaux, sera plus important que prévu. Alors, le 21 juillet, on connaîtra non seulement le détail des chiffres, mais aussi les mesures. L'idée est d'annoncer en même temps l'ampleur du dérapage, sans doute 3,5%, et les moyens d'y remédier. Avec 3 volets. D'abord, des économies sur les crédits en cours. Ça ne pourra pas être considérable parce que l'année est déjà bien entamée. Ensuite, des mesures fiscales, autrement dit des impôts, essentiellement sur les entreprises et sur le capital. Enfin, et c'est le plus nouveau, le gouvernement souhaite épargner les classes moyennes pour ne pas freiner la consommation. Et puis, il y aura une ponction sur ce que l'on appelle les trésoreries dormantes, c'est-à-dire les cagnottes dont disposent certaines entreprises publiques, comme par exemple EDF, qui a un fonds de 10 milliards pour indemniser en cas de catastrophe nucléaire. Le tout devrait se monter à moins de 40 milliards de francs. Alors, cela suffira-t-il à rester dans la limite des 3% de déficit, ça n'est pas sûr, mais l'affichage politique sera de dire qu'on fera tout pour y parvenir, d'autant que demain, le gouvernement allemand annoncera quelles mesures il va prendre pour rester en dessous de ce seuil, que lui aussi, il dépasse largement. Merci Françoise. Philippe Séguin a présenté ce soir l'équipe de transition du RPR mise en place jusqu'aux prochaines assises. Le baladurien Nicolas Sarkozy, copieusement hué dimanche dernier par les militants du mouvement, a été nommé coordonnateur et porte-parole de la direction du RPR. Charles Pasqua est chargé de la réforme des statuts et 4 femmes font leur entrée dans l'équipe dirigeante. Sondage Ipsos Le Point, la cohabitation profite au Premier ministre et au Président. 46% des personnes interrogées jugent l'action de Jacques Chirac positive, contre seulement 35%, c'était en juin dernier. Pour Lionel Jospin, 52% d'opinions favorables, contre 44% au mois de juin. Le rapport sur la réforme de la justice que nous avons déjà largement commenté hier a été présenté officiellement aujourd'hui au président de la République. Dominique Verdeillan, Christian Autain. Un rapport tant attendu, un rapport déjà publié, de telle sorte que le président Truche oublie l'espace d'un moment de le remettre au chef de l'État. 6 mois plus tard, les 21 sages de la commission sont de retour à l'Élysée. Entre-temps, quelques visages ont changé. Pierre Truche, lui, plaide l'urgence de la réforme. La réforme est déjà dans les esprits. Il y a donc urgence. Mais en même temps, cette réforme demandera du temps. Le président de la République laisse au gouvernement le soin de faire des propositions de loi, mais Jacques Chirac ajoute « J'y apporterai ma propre réflexion ». Interdiction des instructions du garde des Sceaux sur les procureurs, mais dans le même temps dialogue, une nuance qui inquiète. Pierre Truche n'admet pas les procès d'intention. Nous croyons à la vertu du dialogue. Et que l'on ne nous fasse pas de procès sur ce mot de dialogue. Moi, je suis scandalisé quand j'entends des gens dire « Si un magistrat dialogue, c'est pour se coucher devant le... » C'est pas possible de dire ça, et c'est pas vrai. Magistrats, avocats, journalistes, ils ont fini leur mission. Et c'est le propre de toute commission, c'est après que le travail des politiques commence.
Ce problème de l'indépendance des magistrats concerne principalement les procureurs de la République dans chaque tribunal français. Indépendance de la justice, fonctionnement au quotidien, les réflexions du procureur de Grenoble. Benoît Gadret, Olivier Jacquelin. En matière d'affaires politico-judiciaires, Xavier Richaud a une certaine expérience. Il était procureur adjoint à Lyon au moment des affaires Noir, Botton et Carignon. Pour le nouveau chef de parquet de Grenoble, l'indépendance est avant tout une question de culture, la volonté de mettre fin à certaines habitudes. Il y a quelques années déjà, il faut bien le reconnaître, dans le corps de la magistrature, plus particulièrement des procureurs, une tendance un peu naturelle qui voulait qu'avant de prendre une décision, ils sollicitaient eux-mêmes l'approbation de la chancellerie sur la décision qu'ils entendaient prendre. L'attaque d'un camion de la CETA. Réunion police, gendarmerie, justice. Ici sont abordées les affaires en cours et s'il y a lieu les dossiers sensibles. Xavier Richaud entend assumer seul son choix de poursuivre ou non, même s'il n'est pas partisan de la rupture du lien entre procureur et garde des Sceaux. Je crois qu'il est tout à fait normal que dans le système qui est le nôtre, eu égard à la Constitution, que le gouvernement et notamment le ministère de la Justice, qui est notre interlocuteur, soit informé. J'allais dire que informer ne veut pas dire pour cela que l'on sollicite des instructions. Visite à la brigade de gendarmerie des Deux-Alpes. Très heureux. Échange de vues sur la procédure, l'occasion aussi de vérifier le registre des gardes à vue et de donner son sentiment sur la présence ici des avocats. Dans une enquête judiciaire, ce qui fait la force de l'enquête, c'est tout le travail qui a été mené en amont, les indices précis concordants, qui peuvent amener à confondre un individu dans une infraction pénale, et que l'avocat intervienne dès le début de la garde à vue n'est pas de nature à créer un obstacle majeur au bon déroulement de la procédure. Ce jour-là, 4 visites de brigade sont au programme du chef de parquet. La petite délinquance du quotidien occupe l'essentiel du temps d'un procureur. L'écrivain Salman Rushdie, invité aujourd'hui par les députés français, de passage au perchoir de l'Assemblée nationale, symbole de la démocratie, alors qu'il fait l'objet d'un arrêtement renouvelé par les intégristes iraniens. Tout un symbole, on le voit également, consultez ici le procès-verbal du jugement de Jeanne d'Arc. En Bosnie, la force internationale arrête pour la première fois un ancien leader des Serbes de Bosnie, recherché par le tribunal international pour crimes de guerre. Une véritable opération a été montée pour arrêter Milan Kovacevic. Un soldat anglais a été blessé au cours de l'opération. Des pluies diluviennes se sont abattues dans le sud du Japon, provoquant des torrents de boue et des glissements de terrain qui ont fait une vingtaine de morts. Plusieurs maisons ont été submergées et leurs occupants véritablement engloutis par les torrents de boue. En Amérique du Sud, au Venezuela, encore un tremblement de terre a fait 60 morts, plus de 300 blessés dans l'est du pays. Le séisme a atteint 6,3 sur l'échelle de Richter. Cette région est une zone particulièrement fréquentée par les touristes. En France, à la veille de la revue du 14 juillet, les répétitions se succèdent. Ce matin, à l'aube, les Champs-Élysées étaient envahis par la troupe. Agnès Varamian, André Germain. Quand vous remontez, essayez de vous servir des lignes, hein, c'est tellement facile de marcher dessus. Cette matinée de répétition leur était presque entièrement réservée. La musique et le chœur de la garde républicaine joueront lundi juste avant le défilé aérien pour faire patienter la tribune officielle. Il faut surtout occuper 10 minutes. Il faut occuper 10 minutes avec quelque chose de beau. Sauvez-vous vite. Chrono en main, les colonels tolèrent 5 à 10 secondes, en plus ou en moins, pas davantage. Là, il faudra s'y reprendre à 2 fois. En tout, ça a duré 1 minute. Il y a 1 minute à gagner. Alors, on va reprendre tout de suite. Prêt, mon colonel. On a gagné la minute. On a gagné la minute. On a gagné la minute. La musique réglée, il faut maintenant coordonner le pas du légionnaire, 66 mètres par minute, avec la marche des autres troupes, qui avancent plus vite, et tout cela sous l'œil des curieux. Moi, personnellement, je crois pas que je vais venir le 14, parce qu'il y aura trop de monde, comme ça j'ai tout vu déjà. Je préfère voir l'armée défiler là que sur un champ de guerre. Non, c'est très bien. Des répétitions rapides pour le réalisateur de télévision chargé de mettre en image et en direct ce spectacle.
On a l'avantage de la précision des militaires. Quand ils disent que ça va passer quelque part, a priori ça doit passer. Et la précision, c'était ce matin 200 montures de la garde républicaine en rang serré sur les Champs-Élysées. L'une des attractions de ce 14 juillet sera la présentation de l'équipage du nouveau porte-avions nucléaire Charles de Gaulle qui entrera en service fin 99 pour remplacer le Clemenceau désarmé après 40 années de service en mer. Les deux bâtiments étaient la semaine dernière à quai, l'un derrière l'autre, dans la rade de Brest. Notre enquête de ce soir, menée par Agnès Varamian et José Boulestec, s'est intitulée « De Clemenceau à Charles de Gaulle ». Il est le dernier commandant du porte-avions le Clemenceau. Le pacha, Patrick Hébrard, rejoindra dans quelques semaines un bureau de la marine à Paris. Après 40 ans de bons et loyaux services, le Clemenceau, lui, sera désarmé pendant l'été pour servir ensuite de réserve de pièces de rechange. Sur le pont ce jour-là, comme à chaque fois qu'il est à quai, le Clem, comme on l'appelle, accueille des visiteurs. Ah oui, malheureusement. Parce que on ne sait jamais, il pourrait peut-être encore un jour servir. À Brest, pendant quelques jours, le Clemenceau a fait face au Charles de Gaulle, porte-avions encore en construction. Une génération de technologies sépare les deux bâtiments. Tous ces instruments que vous voyez, qui sont un petit peu antidiluviens, auront disparu. Même la barre, qui est une traditionnelle barre à roue que nous avons à bord, sera remplacée par une petite commande de manœuvre, que l'on appelle aussi joystick. Sur le Charles de Gaulle, c'est de cette salle encore en chantier que seront dirigées les manœuvres, une salle des commandes entièrement informatisée. Mais le Charles de Gaulle est aussi et surtout le premier porte-avions français à propulsion nucléaire, un choix des années 80. À bord, l'équivalent de 2 centrales atomiques. Le premier avantage, c'est une autonomie plus grande du bâtiment, qui permet de rester un nombre important de jours à la mer sans ravitaillement pour la propulsion. C'est également un gain de place important, ce qui permet d'augmenter l'autonomie pour des activités aériennes de l'ordre du double par rapport à celle du Clemenceau. 45 jours d'autonomie pour le Charles de Gaulle, alors qu'il fallait ravitailler les machines du Clemenceau qu'on voit ici en mazout toutes les 72 heures. Désormais, dans les machines, il n'y aura plus la même ambiance que celle qu'on a pu rencontrer sur ce bateau. Des gens passionnés par leur métier, des gens qui sentaient bien qu'au bout de leurs mains, c'était la conduite du bâtiment qui se faisait. En 57, pourtant, le Clemenceau innove. Pour la première fois, des avions peuvent être catapultés. On y vante aussi le confort de vie des matelots. Un confort tout relatif aujourd'hui. On est un peu nombreux par poste quand même. Parce que quand tout le monde est là, on se penche un peu dessus. C'est quand même difficile par moment de vivre avec 60 personnes sans arrêt. On a très peu de moments à soi, vraiment à soi. De 60 sur le Clemenceau, on passe à 15 matelots par poste d'équipage sur le Charles de Gaulle. Mais il y a mieux. Donc ici l'ensemble fourneau, des friteuses qu'on trouvait dans les bases à terre, qui nous permettent de faire des frites en mer. Là, voilà. Des frites en mer, le tout inox, des nouveautés épatantes pour le chef cuisinier du Clemenceau en visite chez son confrère. Le Clemenceau s'en va, le Charles de Gaulle entrera en service en 99, avec 2 ans de retard, un surcoût de près de 20% et un nouvel avion, le Rafale Marine, lui aussi très coûteux. Mais parce qu'un porte-avions est régulièrement révisé, les militaires en réclament déjà un deuxième. La décision politique n'est pas prise. Après les résultats du bac en début de semaine, c'est la période des inscriptions dans les universités. À la faculté de lettres de Lille, les inscriptions sont à la hausse, le personnel l'accueille également, ce qui rend les démarches sans problème majeur. Marianne Mass, Dominique Mass. S'inscrire en fac avec son bac en poche, ça n'est pas qu'une simple formalité administrative, mais d'abord la découverte d'un autre univers. Après tu passes tout bas, on va t'expliquer un peu tout ce qui est vie associative, vie étudiante, pour te montrer qu'il y a une vie autre qu'au lycée ici, d'accord? Ici, les inscriptions ont démarré hier en douceur. En fait, tout a commencé dès le printemps avec les préinscriptions qu'il suffit aujourd'hui de confirmer par Minitel. Pour ceux qui ont encore quelques hésitations, la fac est ouverte jusqu'au 31 juillet. Adeline, elle, va s'inscrire en langue. Je suis pas encore très décidée en fait. Là, ça me permet de voir les langues parce que je vais faire un DAG LEA, langue étrangère appliquée. Et comme ça, je vais m'intéresser aux langues et puis je pourrai m'ouvrir un peu après, tout en réfléchissant encore. Bonjour. Pour répondre à toutes les questions qui se posent, ce sont des étudiants de la fac qui assurent l'accueil de façon conviviale.
pour que les choses se passent de façon naturelle et puis qu'ils s'inscrivent dans la bonne filière surtout. Faut pas arriver, s'inscrire dans un dogme qui après, on se rend compte 2 mois après qu'il ne nous convient pas. Une fois le dossier bouclé, le futur étudiant est même invité à contacter son UFR pour déjà potasser les programmes de la rentrée. L'année universitaire commence au mois de juillet. Effectivement, s'inscrire, c'est être étudiant. Donc il peut déjà y avoir distribution des programmes de l'année avec des bibliographies indicatives. Dernière étape du parcours, l'enregistrement. Et c'est là qu'on se rend compte que finalement beaucoup de parents accompagnent leur bachelier et pas seulement pour une histoire de chéquier. Je l'accompagne pour 2 choses. D'abord parce qu'il faut payer et je ne savais pas combien. Et puis par raison sentimentale. Une inscription à la fac c'est important et puis on est content de partager. Est-ce qu'on se sent déjà étudiante là alors? Ah oui, ça y est, c'est fait. Ouais. Ouais. Ça y est, je suis partie là. 10 000 tonnes d'explosifs au fond du lac Bleu près d'Angers. Ils séjournaient là depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Et ce n'est qu'aujourd'hui que les démineurs de la sécurité civile ont entrepris de les sortir de l'eau. Reportage Olivier Sioux, Michel Hiver. Sous les eaux calmes du lac Bleu, une ancienne ardoisière, des centaines de milliers de grenades que les équipes de la sécurité civile remontent lentement, caisse après caisse. Déjà, leurs premières investigations ont permis de dissiper quelques légendes. Ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas de chars, il n'y a pas les canons du château d'Angers, ça c'est positif. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une très grande quantité de caisses de grenades à fusil type DR, qui correspond facilement à plus de 90% des engins immergés. De la profondeur de 30 mètres jusqu'à 7-8 mètres de profondeur, vous avez un alignement de caisses. C'est assez... comment vous dire, c'est gigantesque quoi. Hein. C'est autant de munitions, j'en ai jamais vu autant. Le lac Bleu est l'un des plus gros chantiers de la sécurité civile. 10 000 tonnes d'explosifs, pour l'essentiel des grenades à fusil de la guerre de 14, abandonnées là parce qu'elles étaient défectueuses. Mais aussi des mines antichars et des obus allemands de la Seconde Guerre mondiale. La mairie réclamait leur enlèvement depuis 3/4 de siècle. Des arguments tels qu'un collège qui est quand même à proximité, tel qu'un stade qui est tout près de ce site, eh bien on pesait lourd dans la balance et je pense que le préfet et l'ensemble des services de l'État ont été bien persuadés qu'il fallait faire cette dépollution. Le chantier n'est pourtant qu'expérimental. Il devrait permettre pendant 2 mois d'étudier les conditions du déminage complet du site, une opération lente et coûteuse. Il faut que nous trouvions à la fois les techniques, mais aussi les moyens financiers, personnels, etc., qui nous permettra de le traiter en 1 ou 2 campagnes. Mais les services de déminage détruisent chaque année 700 tonnes d'explosifs. À ce rythme, il faudra donc des années pour rendre au lac Bleu sa pureté presque originelle. On le sait depuis plusieurs années, le terrorisme en Corse pose des problèmes au tourisme. Pourtant, en ce début de saison, les hôteliers, restaurateurs corses, notamment dans la région d'Ajaccio, estiment que les vacanciers sont en train de revenir. Yasmina Farber, Didier Beaumont. Embarquement immédiat pour prendre la température du tourisme en Corse. Un survol d'une île de beauté qui veut reconquérir sa clientèle, améliorer son image de marque. Et dans ce combat, même les compagnies aériennes jouent les tour opérateurs. Nous avons fait donc des efforts pour essayer d'améliorer cette image à travers l'offre de produits attractifs en termes de prix, à la fois sur des tarifs aériens purs, ainsi que sur des forfaits avions plus voitures, ainsi que des forfaits hôteliers plus découvertes de certaines vallées de la Corse à travers des produits gastronomiques. Cap sur le littoral, la route des Sanguinaires, où on ne se bouscule pas encore sur les serviettes. À Marinella, près de la maison de Tino Rossi, il y a plus d'autochtones que de touristes. Les hôtels n'affichent pas encore complet. Dans ce 3 étoiles, 15 chambres sur 30 seront occupées en juillet. Les habitués analysent cette baisse de fréquentation. Les gens sont peut-être un peu, découragés du fait des événements se passant en Corse, mais il y a aussi le problème des transports, des grèves. Le pouvoir d'achat a certainement diminué, puis on a eu quelques petites histoires, et puis on a eu une mauvaise presse, et puis peut-être les destinations ont changé. Mais à Porticcio, moins de fatalisme. Les structures hôtelières animées, forfait tout compris, drainent des familles. Ici, l'été s'amorce mieux que l'été 96, celui que les Corses ont baptisé la saison noire. Comme toute reprise, c'est toujours intéressant et significatif. Je crois qu'à partir de là, ça sera une base pour reconstruire et mieux préparer l'avenir. Donc c'est jamais suffisant, mais en tout cas c'est encourageant.
Moins d'appréhension de l'insécurité, les étrangers, 40% de la clientèle, devraient revenir en Corse. Le flot des vacanciers du continent est attendu pour le 14 juillet. La trêve des attentats encourage les professionnels. Après leur saison noire, ils veulent revoir la vie en bleu. Le célèbre jardin d'Hyde Park à Londres, envahi aujourd'hui par des dizaines de milliers de partisans de la chasse à courre, menacés d'interdiction par le nouveau gouvernement travailliste. Pour les manifestants, c'est une faute dans ce pays de tradition. Mais plus globalement, cette manifestation était aujourd'hui une illustration de la bataille de la campagne contre la ville. Londres, Étienne Lénard. Rarement la Grande-Bretagne des campagnes aura autant mobilisé. Ils étaient près de 100 000 ce matin à Londres, dans Hyde Park, du gentleman farmer au maréchal Ferrand, venus défendre la chasse à courre menacée d'interdiction. Tweed, chapeau de toile, chien en laisse et veste kaki, de l'Écosse au Pays de Galles. On se dit prêt à mordre et on développe ses arguments. S'il n'y avait pas de chasse, il n'y aurait plus de daims dans ma région. Ils seraient tous tués par les braconniers. La chasse à courre, la chasse au renard, c'est une partie très importante pour la gestion de la campagne. Depuis des années, à grand renfort de campagnes vidéo, les associations de défense des animaux dénoncent cette gestion et la cruauté des chasses à courre. Mais ne nous y trompons pas, au-delà de la chasse, c'est le droit de vivre comme ils l'entendent qu'étaient venus défendre les manifestants de Hyde Park. Aujourd'hui, nous disons aux travaillistes, nous vivons à la campagne, nous savons la gérer. Alors sous prétexte d'être politiquement correct, ne prenez pas une décision de cette importance sans en connaître toutes les conséquences. En quelque sorte, ceux de la campagne contre ceux de la ville, la bataille au Parlement à l'automne prochain promet d'être extrêmement animée. Le combat s'est donc déplacé de la préservation des renards et des cerfs. On est passé à la sauvegarde des campagnes anglaises, à la morale et aux libertés individuelles, toutes valeurs sur lesquelles ni les uns ni les autres ne sont prêts à transiger. Tour de France cycliste, un Français en jaune, Cédric Vasseur, a mené une échappée de 144 km pour remporter la 5e étape qui arrivait à La Châtre dans l'Indre. François Brabant. Dans la dernière ligne droite, Cédric Vasseur jette un dernier coup d'œil. Personne. Normal, le peloton aujourd'hui, il l'a plutôt eu dans son rétroviseur. Ça a commencé à 148 km de l'arrivée, Vasseur part seul et les autres le laissent partir. Il fait chaud, l'étape est longue, les routes sont droites, les routes sont plates, le peloton se dit qu'il a bien le temps. Résultat, c'est Vasseur qui en accumule du temps d'avance, 17 minutes 45 secondes au kilomètre 164, ça devient sérieux. Du coup, le peloton réagit, à 20 km de l'arrivée, une contre-attaque démarre, mais c'est trop tard. Trop tard aussi pour Cipollini, le maillot jaune, et Zabel, le maillot vert, réduits à se battre pour des sprints de bonification, loin de la victoire d'étape. Car l'étape, elle est pour Vasseur Cédric, 27 ans après Vasseur Alain, son père, lui aussi vainqueur après une longue échappée. Quand j'ai vu que j'avais beaucoup d'avance, je me suis dit tiens, je vais réaliser au moins aussi bien que lui, et à 5 km, je me suis dit je vais faire mieux, je vais prendre le maillot. Le maillot, c'est le jaune, le premier maillot jaune français de ce Tour 97, ça valait bien la peine de se faire violence. À noter que le Suisse Zoulet a abandonné. Haute couture automne-hiver 97-98, défilé Chanel et Christian Lacroix aujourd'hui. Nicole Cornulandrois, André Sora. L'art de saisir au plus près une allure, une tournure, une silhouette, un métissage. Le style Christian Lacroix, incomparable, reconnaissable jusque dans les moindres détails. Depuis que ce créateur originaire d'Arles fit son entrée fracassante en haute couture, il a rendez-vous chaque saison avec le succès. 10 ans plus tard, on retrouve ses thèmes les plus forts. Mon retour vers la Camargue, vers l'Espagne, est peut-être moins décoratif, c'est moins un folklore de surface, et c'est davantage pas une éthique, ce serait prétentieux de dire ça, mais un maintien, un hiératisme, une colonne vertébrale. Fidèle et différent parce que la haute couture est en constante évolution, parce que nous avons changé, parce que l'artisanat s'est renouvelé et que la haute technologie s'est alliée au savoir-faire. Qu'importe, Christian Lacroix propose aux femmes qu'il aime une mode flamboyante pour les sublimer.
Chanel, Karl Lagerfeld s'est inspiré des contes et légendes scandinaves. Ses fées et ses sorcières, ses brumes et ses mirages. Il habille des adolescentes évanescentes dans des manteaux stricts aux épaules étroites. Des robes transparentes inspirées de bateaux. Ces mariés sont comme le jour ou la nuit, suivant l'humeur. Ouverture ce soir du premier grand festival de l'été à Avignon. Parmi les spectacles vedettes, celui du célèbre écuyer Bartabas et sa troupe du théâtre Zingaro. Bartabas est un habitué d'Avignon. Il y est venu pour la première fois il y a 16 ans, avec pour seul compagnon un cheval. Thierry Hay, Didier Rancoeur. Avec ses chevaux, Bartabas va toujours de l'avant. Année après année, succès après succès, il trace son chemin et impose aux spectateurs de changer le regard qu'il porte sur les chevaux. De plus en plus mystique, de plus en plus magique. Il neige cet été en Avignon pour ce spectacle entièrement en noir et blanc. Un tout petit geste suffit et il obtient cela. Et dresser les chevaux, c'est savoir écouter les chevaux. Savoir écouter qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, quoi. C'est tout. Et chez les gens, pareil. Moi, je dis, il n'y a pas de mauvais chevaux. Ça dépend il faut savoir les utiliser, voir en quoi ils sont intéressants. Et pour les gens, c'est pareil. Un cercle blanc, un cercle noir, combat de l'ombre contre la lumière, de la vie contre la mort. Et Bartabas l'autodidacte va chercher dans les civilisations japonaises ou coréennes les images qui créeront des émotions. Exemple, ce chant religieux coréen. On appelle ça les voix sanglantes. Ils devaient couvrir le bruit des torrents avec leur voix jusqu'à temps que se casser la voix, vomir du sang. Et ensuite la voix revient avec un léger filet ou quelque chose de cassé qui fait toute la qualité de ce chant, quoi. Une fois encore, Bartabas et ses 30 montures seront l'événement du festival. Car il vient d'écrire un superbe poème, non pas avec des mots, mais avec des chevaux. Voilà, ce journal est terminé. Nous le dédions à notre ami et confrère caméraman Philippe Place, trop tôt disparu à l'âge de 42 ans. Je vous souhaite une excellente soirée. Demain soir, ici même, vous retrouverez Benoît Luquen. Bonsoir.